Sonic Protest, ça a commencé en 2003. Moi j'étais alors programmateur aux Instants Chavirés, coprogrammateur aux Instants Chavirés, salle de concert de la banlieue parisienne à Montreuil, dédiée aux musiques expérimentales, qui a été créée en début des années 90. Et puis on travaillait régulièrement avec la boutique de disques Bimbo Tower, qui était située à la Bastille et qui elle-même était une boutique évidemment dédiée aux musiques de travers, avec une grosse spécialité sur la musique japonaise. Et on travaillait par ailleurs avec le label Textile Records sur des soirées dédiées à ce label. Bimbo Tower travaillait avec Textile Records, et puis depuis un petit temps, ces trois entités, à travers les trois personnes, donc Franck de Bimbo Tower, Benoît de Textile Records et moi-même, on avait envie de monter un truc à trois, qui pourrait rassembler tout ça, donner un regard qui croiserait celui d'une salle de concert, d'une boutique de disques et d'un label. Ce qui nous a décidé à commencer l'aventure Sonic Protest, c'était la venue en Europe des Reynolds, qui venait pour la première fois tourner en 2003. Et puis je ne sais pas pourquoi spécifiquement ce groupe-là, mais on s'est dit, allez, on en profite avec ce groupe-là, on ne peut pas les accueillir juste dans une soirée où on monte tous les trois, profitons-en pour monter un mini-festival aux Instants Chavirés, produit par les trois structures. Et puis c'était donc un mini-festival de 2 jours, ce qui s'est reproduit durant 2 années ensuite, une année ensuite. On a fait plusieurs petites éditions comme ça de 2 jours qui étaient noyées dans la programmation des Instants Chavirés. Puis moi j'ai quitté la structure et en discutant avec ceux qui restaient aux Instants Chavirés, on a décidé que le festival appartenait plutôt aux 3 personnes, Franck, Benoît et moi, qu'à des structures en tant que telles, et que les Instants ont soutenu l'envol du festival, puisque c'est resté la structure administrative jusqu'en 2006. Et à partir de là, on a commencé à être sur un chemin plus indépendant, en ayant notre propre structure à partir de 2006. Toute cette aventure est complètement bénévole, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, oui. En 2006, on devient une structure indépendante, mais complètement bénévole. C'est une grosse prise en charge sur l'autonomie. Qu'est-ce que ça veut dire que de pouvoir conduire cette aventure-là de manière autonome? Et puis se fait le choix de est-ce qu'on reste sur quelque chose de très DIY, bout de ficelle, un peu en dehors du radar, etc. Ou est-ce qu'on structure la chose en commençant à aller aussi demander des sous, et demander des sous, des subventions, ça veut dire aussi avoir une comptabilité, avoir des charges bien payées, des cotisations sociales bien payées à droite à gauche, etc. Et donc une mise en œuvre qui est beaucoup plus complexe que juste j'ai envie d'organiser quelque chose et je le fais. Donc on a fait le choix à un moment de la structuration vers une forme de professionnalisation, même si on était encore complètement bénévole pour le faire, dans l'idée que ça nous permettrait d'accéder à des moyens qu'on n'aurait pas sans ça, et des moyens qui nous permettraient surtout d'écrire une programmation qui ne dépendrait pas exclusivement des tournées ou des gens qui sont dans le coin, mais de pouvoir se dire, tiens, telle personne jouerait avec telle personne, ça serait vraiment classe, alors il nous faut les moyens pour pouvoir faire ces invitations-là. On a rassemblé assez vite sur les éditions, sur le moment même du festival, une belle équipe de bénévoles, mais qui est plutôt évidemment active au départ sur des coups de main sur la technique, et ils sont actifs sur des côtés restauration, buvette, accueil artiste, des choses comme ça. Mais à l'année, entre les 2 festivals, la préparation et les phases de bilan, c'était exclusivement nous, jusqu'à un moment où on se rend compte que on fait ça de plus en plus jusqu'à 2008, où en 2008 on fait un festival d'1 semaine complète, avec des enjeux un peu qui nous dépassent de ce qu'on était capable de produire réellement, avec une soirée au 104, une soirée au Trabendo, une soirée à la maroquinerie, en plus de ce qu'on savait déjà faire, des soirées dans des lieux plus modestes mais non moins accueillants que sont les Instants ou Main d'œuvre par exemple, qu'on fréquentait déjà depuis plusieurs éditions. Et puis à la fin de cette édition en 2008, nous on en ressort complètement explosé, parce qu'on avait tous des boulots à côté, donc tout ce qui était phase de bilan, etc. On avait réussi à lever une première subvention en 2008, et 2 premières subventions en 2008, et on est tellement lessivé en termes de bilan, etc., qu'il y en a une quasiment qui nous passe sous le nez, parce qu'on n'est pas capable de rendre un bilan, parce que c'est toujours plus facile de faire converger de l'énergie bénévole jusqu'à l'arrivée de l'événement, et qu'après l'événement, tout le monde a envie de passer à autre chose. Donc là, en 2009 et en 2010, on a fait une pause sur le festival. On a en 2009 quasiment rien fait ensemble, puisqu'on avait eu aussi séparément des enfants dans nos vies personnelles, donc ça fait qu'en 2009 on est vraiment sur une pause. En 2010 on reprend quelques concerts pour voir si on a encore envie de travailler ensemble, comment faire, et à partir de ce moment-là on fait quelques concerts où on reprend du plaisir à organiser ensemble. On voit qu'il y a des gens dans le public à qui ça plaît aussi, et ça nous motive suffisamment pour remonter un festival en 2011, qu'on remonte à peu près avec les mêmes données, et
et qui se passe à moitié bien seulement, puisqu'on arrive à construire des choses comme on aime, mais on voit que dans la structure, on est encore très faible, et on obtient enfin une première subvention de la mairie de Paris, et qu'on dédie dès le départ, en grande partie, à l'embauche, là pour le coup, enfin d'un premier administrateur pour la structure, ce qui nous a permis, depuis entre 2012 et 2017 aujourd'hui, en 5 ans, d'avoir une autre vie du Festival Sonic Protest. Il y a un avant et un après le début de la professionnalisation. Toute l'équipe de Sonic Protest n'est pas bénévole, mais n'est pas non plus professionnelle. Même ceux qui sont là plutôt à l'année, il y a que 2 personnes à temps plein dans l'équipe. En ce moment, et c'est même pas sûr que dans un an ce soit encore le cas, et il y a beaucoup de choses qui se matinent, qui se mélangent entre encore du bénévolat et quelques heures qu'on arrive à se faire payer. Bah, on est allé les voir avec déjà pas mal d'expérience, c'est-à-dire qu'on a pu leur montrer, tiens, depuis quelques années on fait ça sans subvention, on en est à ce degré. Voilà le projet, le projet de Sonic Protest, quand on l'explique dans ces cadres-là, on explique quand même que on a affaire à quelque chose de précieux, des musiques de création, qui sont souvent, pas exclusivement, mais en plus on parle d'une époque qui est plus exactement celle d'aujourd'hui, mais comme on est arrivé à les voir, qui sont souvent montrées bulle par bulle, c'est-à-dire que chaque petite chapelle s'adresse un peu à sa petite chapelle, que nous on avait envie de casser ça pour pouvoir aussi montrer que ces musiques, qui sont souvent écoutées dans des très petites jauges, peuvent aussi s'écouter avec d'autres enjeux et pas seulement devant ses copains, voilà, de pouvoir avoir des systèmes son aussi de bonne qualité, des ingé sons, enfin, et puis de redonner un côté événementiel et festif à la chose. On est en loin, encore une fois, d'être les seuls à le faire, mais il y avait une envie de pouvoir vraiment mélanger des scènes, et puis encore une fois de faire venir des gens de loin, et de simplifier le rapport à l'expérimentation musicale. De se dire, n'importe qui peut se pointer dans la salle de concert, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme de musicologie avant d'arriver, qu'il n'y a probablement rien à comprendre d'abord, que d'abord il y a à ressentir, que d'abord ça se passe avec les oreilles, avec le ressenti. Il n'y a pas un prérequis à avoir, il n'y a pas de lecture, ça c'est pour après, s'il y a envie, on peut creuser tout le monde, mais que n'importe qui doit pouvoir se pointer et dire « Ah bah non, ce truc-là en fait, j'aime pas et pas qu'il soit gêné, pas à se dire « Mince, je suis gêné, je comprends pas ». Et puis souvent, vu que les propositions sont assez diverses dans les soirées, c'est pas 3 fois un décliné de la même esthétique, il y a des esthétiques assez divergentes qui sont convoquées dans une seule soirée. Ça permet de faire que si on n'a pas aimé un concert, peut-être qu'on va plutôt bien apprécier le deuxième et pas se sentir exclu de la chose comme ça. Voilà, ça c'était dans ce qu'on a pu présenter comme projet, qui manifestement comblait, hein, enfin ça matchait quoi, avec des envies locales. Et puis encore une fois, on peut s'appuyer sur une expérience déjà démontrée, on a réussi à faire ça comme ça. Voilà, je pense que ça assez vite, quand on a fait le tour des gens qui étaient en possibilité de nous subventionner, en 2 ou 3 ans, on a à peu près fait le tour de tous ceux qui pouvaient nous donner de l'argent et qui répondent à peu près pour répondre favorablement. Ça reste des toutes petites enveloppes, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps à aller chercher des petites sommes d'argent pour à la fin avoir quelque chose qui représente entre 35 et 40% du budget de Sonic Protest vient de subventions, donc le reste, entre 60 et 65%, c'est de l'autofinancement. On n'est pas, même si effectivement le festival est né aux Instants Chavirés, c'est le seul endroit avec qui on a toujours fait quelque chose. Sur les 13 éditions de Sonic Protest, il s'est toujours passé un truc aux Instants, c'est le seul endroit. Assez vite, on a voulu aussi pouvoir se démarquer d'un lieu pour pouvoir, selon les musiques et selon les jauges qu'on attend, les conditions d'écoute et tout ça, pouvoir aller dans des endroits qui résonnent avec la programmation. Donc d'abord on est allé dans des salles de spectacle, des salles de concert, des lieux faits pour, et puis il y a certains endroits, certaines expériences qui nous ont fait comprendre que c'était pas forcément là que nous on avait envie d'être. Il y avait déjà à l'année des choses qui se passaient. Donc on a équilibré notre parcours entre des lieux qui sont faits pour, où c'est assez simple d'arriver. Donc ça il a fallu au cours des éditions trouver les bons lieux faits pour, où on aime aller et qui aiment nous recevoir, comme le Centre Barbara Fleury-Goutte d'Or, où depuis maintenant de nombreuses années, nous faisons une étape à chaque édition. Et puis des lieux plus atypiques qu'on équipe du début à la fin, ça a pu être la Parole errante sur les années précédentes, la Marborie, avant que ça devienne la Marborie d'aujourd'hui, on était déjà allé faire des choses et donc tout installé de fond en comble. Et puis l'église Saint-Méry, qui est effectivement un lieu qui, depuis qu'on y va, on y est allé ensemble
en 2012 pour la première fois, donc ça fait 5 ans également qu'on y va, qui est devenu vraiment un rendez-vous assez immanquable de l'édition de Sonic Protest, puisque on est en plein cœur de Paris, qu'on a une liberté de programmation dans ce lieu qui est très appréciable, que c'est une grande jauge, un lieu atypique dans lequel on peut présenter des choses qui ne vont pas forcément contre la fonction usuelle du lieu. C'est une église dans laquelle il y a encore des messes, hein, c'est pas une église désacralisée. Mais c'est une église qui est tenue par une équipe paroissiale extrêmement ouverte, qui prend un soin tout particulier à faire qu'il y ait une vie culturelle à l'église, puisque en dehors des 2 ou 3 concerts qu'on organise par an, il y a beaucoup d'activités musicales qui se déroulent là-bas, dont, et c'est nos interlocuteurs qui font qu'on intervient là-bas, les rendez-vous contemporains, qui est un cycle de concerts qui au printemps fait plusieurs concerts par mois. C'est là qu'il y a l'orchestre Onsem en résidence, Babel Productions, enfin voilà, c'est un lieu important pour la vie culturelle locale. Effectivement, alors c'est pas de cette année, hein, c'est entre 2012 et maintenant, 14, peut-être en 2014 on avait fêté la 10e édition aussi, ça avait été un coup de projecteur assez remarqué. On voit que d'un côté, effectivement, on a des médias qui s'intéressent au festival, et donc pas seulement les médias spécialisés, que effectivement, Mouvement ou Revue et Corrigée parle un peu de Sonic Protest, ça une forme de logique, on ait pu apparaître dans Libé aussi, Libé enfin voilà, c'est pas très étonnant, mais qu'on ait pu avoir par exemple un sujet de 7 minutes sur France Info. C'était assez étonnant il y a quelques années, cette année on a eu, et quasiment tous les ans on a des sujets sur France Inter aussi, donc c'est quand même qu'effectivement cette volonté de casser un peu les chapelles, de désacraliser les choses et de les montrer simplement, il y a un écho chez des médias plus généralistes qui vont pas, peut-être même pas venir au festival, parce que leur intérêt va être pour l'objet festival vu d'un peu loin, en remarquant qu'il est un petit peu étonnant, cette manifestation est un petit peu étonnante, et donc ce qui est un petit peu à côté pour les médias c'est bien, ça permet de causer, d'alimenter le truc. Je pense, sans être extrêmement précis sur les chiffres, mais que la dernière édition concerne plus de 6000 personnes. Donc à la hauteur des enjeux qu'on se fixe nous, c'est un sacré succès. C'est appréciable de voir que par-delà aussi la quantité de spectateurs convoqués, il y a quand même pas mal de gens qui font plusieurs concerts dans la semaine, ou sur les 2 semaines, et qui vivent quand même ce que c'est qu'un festival. C'est pas seulement une collection de soirées les unes accolées aux autres, comme je disais tout à l'heure, des fois il y a des rapports, plus ou moins écrits, plus ou moins visibles, de voir qu'il y a des gens qui viennent piocher plusieurs soirées, et qui viennent quand même à l'expo, qui viennent aussi à la soirée cinéma, parce qu'il y a dans le festival effectivement, évidemment, des propositions de concerts, il y a aussi une exposition, depuis pareil 2012, c'est l'année où on s'appuie aussi sur une exposition. Il y a un large volet d'action culturelle qui est menée à l'année et qui a des résurgences lors du festival. L'action culturelle de Sonic Protest étant plutôt axée autour du lien entre le handicap, principalement mental, et la création musicale libre, puisque depuis 4 ans, on mène un atelier avec l'hôpital de jour d'Antony, qui est tenu par l'association Les Noms Retrouvés, autour du projet qui s'appelle les Harris, 6 jeunes personnes, 6 jeunes autistes, avec un psychologue musicien de cette institution et Franck de Kengo de Sonic Protest, un artiste référent. Toutes les semaines se retrouvent pour pratiquer soit de la musique sous forme d'improvisation ou de chansons, ou des émissions de radio. On a fabriqué des émissions de radio ensemble. Et puis cette année par exemple, ça a donné 2 jours de rencontres, donc avec des colloques, plus témoignages, partage d'expériences, table ronde, autour de cette thématique-là sur laquelle on commence à être un peu expérimenté. Ça nous occupe bien à l'année aussi.